Personne ne t'explique que l'esprit, si tu le laisses libre cours, devient ton pire ennemi. Ce n'est pas la vie qui t'écrase, mais le poids accumulé de tes propres pensées. La peur, l'anxiété et le stress ne sont pas des visiteurs externes, ce sont des mécanismes internes que nous entraînons sans le vouloir, jour après jour, jusqu'à ce qu'ils deviennent une habitude. Ce n'est pas facile de l'admettre, mais presque tout ce que tu ressens ne vient pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de la manière dont tu choisis de l'interpréter. Tu peux passer des années à chercher des excuses, à blâmer le travail, ton histoire, les circonstances. Mais la vérité est brutale. Tu continues à souffrir parce que tu ne prends pas la responsabilité de ton filtre mental. Ce n'est pas une condamnation, c'est une opportunité. Les stoïciens l'avaient bien compris. Le contrôle de ton esprit est la seule vraie liberté que tu as. Si tu ne maîtrises pas ta réaction, tu deviens esclave de n'importe quelle nouvelle, de n'importe quel message, de n'importe quel regard d'autrui. La bonne nouvelle, c'est que personne ne naît avec du caractère, cela se forge. La sérénité est une discipline, pas un cadeau. Aujourd'hui, je vais te montrer 8 attitudes que tu peux entraîner chaque jour pour transformer ta relation avec l'anxiété et la peur. Je ne promets pas de formule magique ni de raccourcis faciles, juste des pratiques qui ont survécu des siècles parce qu'elles fonctionnent. La souffrance ne s'élimine pas, elle se transforme en clarté. Ton esprit peut être ta prison ou ton meilleur outil. Décide de quel côté tu te bats. 1. Remets en question chaque pensée avant de la croire. La plupart de tes pensées sont des déchets recyclés et tu le sais. Ce qui traverse ton esprit n'est pas la voie de la vérité, c'est juste la somme de répétitions, de peurs héritées et de phrases que tu t'es lancées sans réfléchir des années auparavant, maintenant déguisées en certitude. Si tu crois chaque pensée simplement parce qu'elle apparaît dans ta tête, tu choisis de vivre comme un esclave d'une machine automatique qui ne fait pas la distinction entre fait et fiction. La douleur authentique est inévitable, mais la plupart de la souffrance est fabriquée en interne, parce que tu avales n'importe quelle phrase mentale sans filtre. Arrête de chercher des excuses. Tu n'es pas spécial. À tout nous viennent des pensées irrationnelles. Mais la différence réside dans ceux qui les remettent en question et ceux qui se laissent entraîner par elles jusqu'au fond. L'esprit n'est pas un juge impartial, c'est un fabricant d'histoires, la plupart étant distordues. Et si tu ne lèves pas un mur critique entre ce que tu penses et ce que tu crois, tu vas devenir complice de ton propre auto-sabotage. C'est le premier entraînement que demande le stoïcisme. Ne pas accepter comme vérité automatique quoi que ce soit que tu n'as pas examiné en profondeur. Ne te trompe pas. Remettre en question tes pensées n'est pas un exercice de développement personnel léger. C'est une nécessité vitale si tu veux vraiment cesser de vivre piégé dans la peur ou l'anxiété. Lorsque tu laisses chaque pensée passer directement à ton compte émotionnel, tu t'endettes avec des préoccupations qui n'ont jamais existé. Tu te charges de poids fictifs et tu finis par réagir à des menaces qui n'existent que dans ta tête. Veux-tu vraiment continuer à offrir tes jours à des histoires que tu n'as même pas vérifiées? L'esprit a besoin de discipline, pas de câlin. Si tu n'es pas capable de défier tes pensées les plus automatiques, tu seras otage d'elles chaque fois qu'elles apparaîtront. Peu importe combien de livres tu lis ou combien de vidéos tu regardes, si tu n'appliques pas ce filtre critique, tu continueras à tomber dans les mêmes pièges que toujours. Chaque fois qu'une idée surgit dans ton esprit, cela va mal se passer, je ne suis pas assez, je ne peux pas gérer cela. Tu as 2 options. L'accepter comme un fait ou l'examiner en profondeur, comme le ferait un stoïque face à son pire adversaire. Demande-toi, quelle preuve réelle soutient cette pensée? Est-elle basée sur des faits ou sur des projections défaitistes? Qui a mis cette idée-là, toi ou la peur accumulée? Chaque réponse honnête est une brique dans la reconstruction de ton caractère. Ne te contente pas de la première version que ton esprit te propose. Tu n'es pas une victime de ce que tu penses, tu es l'architecte de ce que tu crois. Chaque pensée non remise en question est un nouveau masque que tu mets pour éviter l'inconfort de grandir. Abatte ces masques. Arrête de protéger tes limitations comme si c'était des trésors. Prends la responsabilité de ton entraînement mental. Ne te permets pas le confort d'accepter tout par défaut. Le véritable contrôle émotionnel commence lorsque tu remets en question ton propre récit. Il n'y aura pas de sérénité
tant que tu continueras à croire sans filtre. Remets en question, défie, désarme. Si ton esprit te présente des catastrophes, balaie avec des faits, pas avec plus de peur. C'est la différence entre vivre comme un spectateur passif ou comme quelqu'un qui décide. L'esprit t'appartient, mais seulement si tu le maîtrises. Tu n'es pas ce que tu penses, tu es ce que tu décides de croire. 2. Prends la responsabilité de ton interprétation interne. Tu franchis la porte de ta maison après une journée compliquée. Les clés tombent sur la table et, à cet instant même, l'esprit commence à tourner. Tu repasses ce qui s'est mal passé au travail, la phrase que quelqu'un t'a lancée et qui te pique encore, la facture que tu n'as pas pu payer, un message qui n'est jamais arrivé. Le corps est à la maison, mais à l'intérieur, tu es toujours piégé dans un film qui ne s'arrête pas. C'est automatique. Tout contretemps se transforme en une menace amplifiée, tout silence se remplit d'interprétations négatives. Personne n'a besoin de te dire quoi que ce soit, car tu portes déjà l'armure d'anticiper les problèmes. Ce mécanisme ne vient pas de l'extérieur. C'est ta lecture interne qui transforme le quotidien en un fardeau inutile. Ce qui te fait mal, ce qui te stresse, ce qui t'inquiète, presque jamais ce n'est le fait nu. C'est l'interprétation, cette traduction privée de la réalité, que, sans t'en rendre compte, tu décides d'accepter comme la seule version possible. Prends la responsabilité de ce qui se passe à l'intérieur. Tu n'es pas un simple spectateur de tes pensées, tu es l'éditeur qui décide quelle version de la journée reste. Si tu restes en pilote automatique, chaque frottement insignifiant se transforme en une crise, chaque erreur en une sentence, chaque regard d'autrui en une menace voilée. L'esprit, si tu le laisses sans supervision, fonctionne comme un filtre défectueux qui déforme tout ce qu'il reçoit. Et ce filtre, tu l'as construit au fil des ans, avec tes croyances, tes peurs, tes expériences mal digérées. Chaque fois que tu dramatises un détail, que tu assumes des intentions là où il n'y en a pas, que tu présumes que tout affecte plus que les autres, tu renforces ce filtre et multiplies inutilement le poids que tu portes. Ce n'est la faute de personne d'autre. Ici, il n'y a pas de victime de la réalité, seulement des responsables de l'interprétation. Le stoïcisme exige une honnêteté brutale. Ce que tu interprètes t'appartient, pas au monde. Le monde n'a pas l'obligation de s'adapter à tes attentes, ni de te protéger des inconforts. Si quelque chose t'irrite, t'angoisse ou te fait peur, commence par observer quelle histoire tu te racontes à ce sujet. Te dis-tu que tu ne devrais jamais te tromper, que le rejet est insupportable, que l'avenir apportera toujours des malheurs? Ces récits ne sont pas dictés par l'univers, c'est toi qui les fabriques et tu peux les changer. Il y a une différence cruciale entre subir un fait et multiplier cette souffrance par des interprétations automatiques. Tu ne gagneras pas en sérénité en accumulant des phrases toutes faites de développement personnel, mais en acceptant que chaque réaction émotionnelle est une conséquence de ta lecture interne, non de la brutalité des faits. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe, mais tu peux toujours choisir comment tu l'interprètes. C'est ça la véritable responsabilité. Cesser de chercher des coupables à l'extérieur et commencer à démanteler cette inertie interne qui te pousse à exagérer, à te victimiser ou à anticiper le pire. Tu n'es pas une marionnette de tes émotions, tu es l'auteur de ton récit mental. Si tu refuses de reconnaître cela, tu continueras à agir comme si le monde te devait quelque chose, ou comme si ton malaise était inévitable. Mais la vérité est autre. Ton interprétation t'appartient et personne ne peut la changer à ta place. Voici une phrase pour te le rappeler. Porter des interprétations toxiques est une décision, pas une condamnation. Être responsable de ton interprétation interne est le pas le plus inconfortable et en même temps le plus libérateur. Cela exige que tu cesses de te justifier, que tu arrêtes l'inertie de tes justifications automatiques et que tu te regardes en face sans détour. Je ne te promets pas que ce sera facile ni rapide, mais je te promets que c'est réel. La liberté émotionnelle n'arrive pas lorsque tout à l'extérieur s'organise, mais lorsque tu es capable de questionner, d'ajuster et de choisir ta propre lecture de ce qui se passe. Le monde continuera d'être imparfait. La différence est de savoir si tu choisis de vivre comme un otage de tes interprétations ou comme le maître de ton esprit. C'est aussi simple que cela et aussi difficile. 3. Affronte de petites peurs chaque jour.
Il faut l'admettre. La plupart d'entre nous préfèrent vivre avec de petites peurs plutôt que de les affronter réellement. Je le dis sans détour, car il est inconfortable de reconnaître que souvent, la peur n'est pas une réaction ponctuelle, mais une habitude enracinée que nous alimentons par l'évasion et la routine. Il est plus facile de rester dans la tranchée de ce que l'on connaît, à négocier avec ses propres limites, que de sortir pour exposer cette insécurité, même si c'est dans quelque chose de minime. Ce mécanisme a sa logique. La peur, en petite dose, ressemble à une alarme tolérable que l'on n'éteint jamais complètement, mais qui ne vous laisse pas avancer non plus. Vous la gardez là, comme une part d'anxiété que vous acceptez de payer quotidiennement pour éviter le risque de ressentir de la honte, du rejet ou de l'inconfort. Mais chaque fois que vous cédez, que vous choisissez de ne pas regarder de front cette peur concrète, répondre à un appel, exprimer une opinion inconfortable, dire non. Quand quelque chose ne vous convient pas, vous renforcez une structure interne de fragilité. La peur devient partie intégrante de votre mobilier mental et, sans vous en rendre compte, vous commencez à concevoir votre vie autour de ce que vous évitez. Ce n'est pas un hasard. Le cerveau recherche l'économie émotionnelle. Il préfère ce qui est connu même si cela implique de se résigner à une version réduite de soi-même. Vous ignorez l'invitation, vous reportez la conversation, vous remettez à demain la tâche difficile. Tout cela semble mineur, jusqu'à ce que cela devienne votre norme. C'est un mécanisme automatique. Éviter de petits défis aujourd'hui fabrique de grandes barrières demain. La peur grandit proportionnellement à l'abandon de l'action. Chaque décision d'éviter est un investissement dans l'impuissance future. Personne ne se réveille un jour paralysé par la peur de rien. C'est le résultat accumulé de centaines de micro-abandons quotidiens. L'esprit enregistre. Cela, vous ne l'affrontez pas, donc cela doit être dangereux. Ainsi s'installe le cycle. Vous évitez, vous vous sentez soulagé. Mais la prochaine fois, la peur est plus forte et votre muscle de la confrontation plus faible. C'est ici que le stoïcisme devient brutalement pratique. Il ne s'agit pas de forcer de grandes prouesses ni de devenir téméraire, mais de comprendre que la seule façon de réduire le pouvoir de la peur est de l'exposer à la lumière de l'action, même en dose minimale. L'entraînement n'est pas héroïque, il est méthodique. Chaque fois que vous choisissez un petit inconfort plutôt que l'évasion, vous modifiez l'architecture de votre caractère. Ne sous-estimez pas l'effet cumulé d'affronter une petite peur chaque jour. C'est ce qui démantèle l'illusion que la peur est invincible. Vous ne surmonterez pas vos peurs en attendant le moment de vous sentir en sécurité. La sécurité est le résultat, pas la condition préalable. Vous n'agissez avec courage que lorsque vous acceptez que la peur sera là, mais ce ne sera pas elle qui décidera pour vous. Pas besoin de vous jeter dans le vide ni de faire de votre vie un défilé de défis absurdes. L'essentiel est de cesser de donner à la peur l'autorité de définir votre champ d'action. Rester confortable est une dette qui s'accumule. Aujourd'hui, le solde semble insignifiant. Demain, il sera insoutenable. Si vous recherchez la liberté émotionnelle, commencez par le minimum. Envoyez ce message, demandez ce dont vous avez besoin, tolérez le jugement des autres, sans vous justifier. Chaque micro-action est un vote en faveur de votre propre solidité. La peur ne possède que ce que vous n'osez pas regarder. Affronter de petites peurs chaque jour n'est pas une technique. C'est une déclaration d'indépendance. Personne ne va se battre pour vous dans cette bataille. Chaque pas inconfortable est une fracture dans la prison mentale que vous avez vous-même construite. Gagnez votre espace. Grandissez dans le minimum. Parce que le courage ne s'hérite pas, il se cultive. 4. Apprends à vivre avec l'incertitude. Vivre avec l'incertitude ressemble à marcher chaque jour sur un fil tendu qui traverse d'un bâtiment à un autre, mais le fil n'est pas visible. Et en dessous, le vide n'est pas réel, c'est juste la somme de tes projections et de tes peurs accumulées. Les pieds doutent, les muscles se tendent, les mains cherchent une rambarde qui n'existe pas. Chaque pas semble risqué, mais le danger presque toujours est une invention de l'esprit. Le corps réagit. Mâchoire serrée, respiration superficielle, le pouls accéléré comme si l'abîme était tangible. C'est le quotidien de ceux qui ont besoin de garanties avant d'avancer, de ceux qui exigent des certitudes avant de décider,
de ceux qui remettent leur vie à plus tard en attendant que le risque de tomber disparaisse. Mais la vérité est que le fil ne sera jamais stable et le contrôle absolu est un mirage qui n'apporte que de l'usure. L'instinct cherche la sécurité comme on cherche un rocher solide dans une rivière tumultueuse. Mais la vie n'est pas un sol statique. Elle change de forme, de vitesse, de direction. S'accrocher à l'illusion que tout doit être sous contrôle, c'est porter un poids impossible. C'est comme marcher avec une armure qui te promet protection, mais qui en même temps t'immobilise. Tu le vois dans les petits gestes. Cette longue pause avant d'envoyer un message important, le regard fixé sur l'écran en attendant une réponse qui n'arrive pas, le récapitulatif interminable de scénarios dans la tête avant de prendre une décision minimale. Il y a une profonde fatigue à vivre ainsi, comme si chaque mouvement devait être approuvé par une autorité invisible qui ne donne jamais son feu vert. Accepter l'incertitude n'est pas une résignation, c'est une maturité. Cela signifie cesser d'exiger de la vie des garanties qu'elle ne te donnera jamais. Cela nécessite de tolérer l'inconfort de ne pas savoir, la sensation d'être à la dérive, sans carte définitive. Mais juste là, dans cet espace inconfortable, c'est là que s'entraîne le véritable courage. Car avancer sans certitude est un acte de confiance radicale. Non pas dans l'avenir, mais dans ta propre capacité à t'adapter. Chaque fois que tu choisis de bouger malgré le fait de ne pas tout avoir clair, tu envoies un message direct à ton esprit. Je n'ai pas besoin de contrôler chaque variable pour agir. C'est la liberté que le stoïcisme propose. Et elle ne s'obtient pas en lisant de belles phrases, mais en affrontant l'instabilité, les yeux ouverts et le pas ferme. L'anxiété se nourrit de l'obsession du contrôle. Plus tu essayes d'anticiper tout, plus ta marge d'action se réduit. La vie ne s'arrête pas pour attendre ton autorisation. Et si tu refuses d'agir tant que tout n'est pas garanti, tu te condamnes à la paralysie déguisée en prudence. Répète ceci. Il n'y a pas de certitude, mais il y a une décision. Cette phrase est un rappel brutal que la seule chose sûre est ta capacité à choisir malgré la peur. Il n'est pas nécessaire de devenir insensible ni téméraire, juste d'abandonner l'attente enfantine que tout se déroulera selon tes calculs. Personne ne peut te promettre un parcours sans secousse, mais tu peux t'engager à ne pas laisser le doute décider pour toi. La sérénité, au final, n'arrive pas quand tout est prévisible, mais quand tu acceptes que la seule constante est le changement et que ton pouvoir réside dans ta capacité à t'adapter, non à contrôler. L'incertitude ne se supprime pas, elle se navigue. Fais de cette phrase une boussole. Chaque jour que tu tolères de ne pas savoir, que tu avances sans garantie, que tu te permets de ressentir le vertige sans céder à la panique, tu entraînes la partie la plus forte de ton caractère. Ne cherche pas à amortir la vie en l'enveloppant dans du plastique. Ose marcher sur le fil invisible. Car vivre avec l'incertitude n'est pas une condamnation. C'est la preuve que tu es toujours vivant et éveillé. 5. Ancre ton esprit dans le présent. Arrête d'hypothéquer ta vie pour l'avenir. C'est aussi simple que brutal. La plupart des gens vivent comme si le présent n'était qu'une salle d'attente pour quelque chose qui n'arrive jamais, piégés dans une sorte de limbe mentale où tout ce qui est important, urgent et précieux est toujours à quelques pas, jamais ici et maintenant. Je te le dis sans détour. Cette habitude de remettre ta présence à plus tard, de vivre avec le regard suspendu sur ce qui viendra ou sur ce qui est déjà passé, n'est pas innocente. C'est la racine de ton anxiété, de ta peur, de ton insatisfaction chronique. Crois-tu vraiment que tu peux résoudre quoi que ce soit en occupant ton esprit avec des scénarios qui n'existent pas? En fabriquant des inquiétudes comme si c'était un devoir moral? Ne te trompe pas, ce n'est pas de la responsabilité. C'est une excuse déguisée en prévoyance. L'anxiété est le prix que tu payes pour te refuser à être là où tes pieds se trouvent. Chaque fois que tu te surprends à ressasser de vieilles erreurs ou à projeter des tragédies futures, tu abandonnes le seul terrain solide que tu as, le présent. Il n'y a rien d'héroïque à être toujours distrait. Il n'y a aucun mérite à être le champion de l'anticipation catastrophique, ni de gloire à ressasser de manière obsessive ce qui aurait pu être. Ce que tu fais, en réalité, c'est affaiblir ton caractère
offrir ton énergie à des fantômes et te vider dans des scénarios qui n'existent que dans ta tête. Le présent est inconfortable, car il exige que tu prennes tes responsabilités, que tu acceptes ce qui est, sans anesthésie ni report. C'est pourquoi tu fuis. C'est pourquoi tu préfères la fantaisie d'un avenir contrôlé à la rudesse du réel. Mais cette évasion a un coût. Chaque minute que tu ne vis pas, c'est un morceau de vie qui ne revient pas. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de résignation, c'est une discipline de présence sauvage. Il ne s'agit pas de répéter des phrases clichés sur le fait de vivre l'instant présent, mais d'entraîner l'esprit à ne pas fuir. Je te le rends facile. Chaque fois que tu remarques que ta tête s'égare, que le défilé d'hypothèses, de menaces, de choses à faire impossibles commence. Stoppe la net. Reviens. Oblige-toi à regarder ce que tu as devant toi, même si cela te dérange, même si ce n'est pas idéal. Ta bataille n'est pas contre l'avenir ni contre le passé. Elle est contre le piège de la distraction interne. Chaque seconde où tu retrouves ta présence est une victoire réelle. Ne sous-estime pas ce muscle. Un esprit indiscipliné est un terrain fertile pour la peur. Un esprit entraîné dans le présent est un refuge inexpugnable. Ne te permets pas l'excuse facile de dire que c'est comme ça que tu es, que te préoccuper te prépare, que anticiper te protège. Mensonge. La seule chose que tu réussis à faire, c'est de multiplier le poids que tu portes et d'épuiser ta capacité de réponse. Arrête de chercher la paix dans un demain qui n'existe pas et commence à apprivoiser l'inquiétude ici et maintenant. La sérénité n'est pas un cadeau qui arrive quand tout est en ordre, c'est le résultat de ton refus de vivre dans le report éternel. Rends-le inconfortable. Quand l'esprit voudra fuir, tire-le en arrière. Respire, sens ton corps. Observe ce qui est devant toi. Répète jusqu'à ce que ça fasse mal. Et quand tu voudras abandonner, rappelle-toi ceci. Le présent est ton seul outil. Le reste n'est que fumée. Tu n'es pas victime de tes pensées dispersées. Tu es complice chaque fois que tu choisis de jouer leur jeu. Si tu veux reprendre le contrôle, arrête de négocier avec l'évasion. L'esprit qui ne s'ancre pas dans le présent est un terrain vague. Choisis d'habiter ta vie ou accepte que tu ne feras que la voir passer de loin. 6. Observe tes émotions sans t'identifier. Tu n'es pas tes émotions. C'est la vérité que la plupart rejettent parce qu'elle est inconfortable, voire violente pour l'ego. Tu as grandi en croyant que ce que tu ressens te définit, que si aujourd'hui l'anxiété ou la peur te submerge, alors tu es une personne anxieuse ou craintive. Mais cette identification est le plus invisible et en même temps le plus lourd des boulets que tu traînes chaque jour. Le mécanisme est subtil. Une émotion apparaît, l'esprit la catégorise et sans t'en rendre compte, tu t'appropries cette étiquette comme si c'était ta peau. La colère n'est pas seulement une réaction, elle devient ta personnalité. La tristesse cesse d'être un moment et se transforme en ton histoire principale. Ainsi, tu vis kidnappé par des vagues internes qui, en réalité, n'ont pas de propriétaire, car les émotions ne demandent pas la permission ni ne confirment ton identité avant d'apparaître. Elles surgissent simplement, montent et descendent, comme le pouls ou la respiration. Mais tu t'accroches à elles comme si elles étaient des vérités absolues, et c'est là que tu commences à te perdre. L'esprit, obsédé par le contrôle, veut donner un sens et un nom à tout ce qui se passe à l'intérieur. Si tu ressens de l'inquiétude, ton dialogue interne est immédiat. Je vais mal, c'est insupportable, quelque chose ne va pas chez moi. Tu ne supportes pas l'inconfort de ressentir sans explication. Alors tu fabriques un récit, tu crois à la narration, et l'émotion finit par occuper le centre de ton identité. Voici le piège. Plus tu te définis par ce que tu ressens, plus tu t'éloignes de la liberté intérieure. Tu confonds le symptôme avec la cause, la réaction avec l'essence. Tu n'es pas l'anxiété, tu es quelqu'un qui éprouve de l'anxiété. Tu n'es pas la peur. Tu es quelqu'un chez qui la peur apparaît et disparaît. Change le verbe, change la vie. Observer tes émotions sans t'identifier à elles est un acte de discipline mentale aussi exigeant que n'importe quel entraînement physique. Il ne s'agit pas de réprimer ni d'ignorer ce que tu ressens, mais d'apprendre à regarder avec distance,
comme celui qui voit passer des voitures depuis le trottoir. Le problème n'est pas de ressentir. Le problème est de construire ta maison sur chaque émotion passagère. Quand tu ne mets pas cette distance, chaque montée émotionnelle te submerge, chaque descente te laisse vide, et tu finis par croire que tu es le va-et-vient même. La maturité émotionnelle commence lorsque tu reconnais. Cela se passe en moi, mais je ne suis pas cela. C'est l'une des phrases que tu devrais te tatouer dans la mémoire. Je ne suis pas mon émotion, je suis le témoin. C'est simple à dire, brutalement difficile à soutenir lorsque l'émotion brûle et que l'esprit demande des réponses immédiates. Le stoïcisme ne dit pas de devenir de pierre ni de nier ton expérience interne, mais d'apprendre à reconnaître la différence entre le visiteur et le propriétaire de la maison. Les émotions arrivent, font du bruit, parfois dérangent tout, mais à la fin, aucune ne reste pour toujours. La clé est de refuser de leur donner le pouvoir de définir ce que tu es ou ce que tu feras. Chaque fois que tu t'identifies, tu abandonnes ton autonomie. Chaque fois que tu observes avec distance, tu récupères une partie de ta liberté. Le travail est inconfortable, car il implique de renoncer au confort de la victimisation et d'assumer le contrôle de ton récit interne. Personne ne peut faire ce travail à ta place. La prochaine fois que tu ressentiras de l'anxiété, de la tristesse ou de la colère, ne te lance pas dans des interprétations ni dans des justifications. Arrête-toi. Observe ce qui se passe dans le corps. Nomme l'émotion sans t'en approprier. Ne dis pas « je suis cela ». Dis « cela est ici maintenant ». C'est là que commence la véritable indépendance émotionnelle. Souviens-toi, les émotions ne gouvernent que celui qui leur remet le trône. Choisis d'être témoin, pas prisonnier. Car la sérénité n'est pas l'absence d'émotion, c'est la capacité de ne pas fusionner avec elle. 7. Utilise l'action pour dissoudre l'anxiété. Tu te réveilles et dans les premières minutes, la journée te tend déjà le premier piège. Tu ouvres ton téléphone et lis un message ambigu, ou tu te souviens soudainement de cette tâche que tu n'as pas résolue hier. L'estomac se tend, l'esprit commence à fabriquer des scénarios de problèmes, et la sensation d'inquiétude s'installe sans demander la permission. Tu veux penser à autre chose, mais le malaise est toujours là, accroché comme une alarme que tu ne sais pas éteindre. Ce n'est pas un hasard, l'esprit, lorsqu'il détecte une menace. Réelle ou imaginée, entre en mode analyse infinie, repassant les mêmes pensées et multipliant l'anxiété à chaque tour. Le corps reste immobile, mais à l'intérieur, tu dépenses de l'énergie à anticiper des conséquences qui n'existent pas encore. Voilà comment fonctionne le cycle. L'inquiétude te paralyse, tu cherches du réconfort dans la pensée, et plus tu y penses, plus le poids que tu portes grandit. L'erreur centrale réside dans la stratégie. Essayer de résoudre l'anxiété depuis l'esprit, comme si penser davantage allait te donner du contrôle. Mais ce mécanisme ne fait que renforcer le problème. L'anxiété est une dette émotionnelle qui ne se paye pas par la spéculation, mais par le mouvement. Les stoïciens le savaient mieux que quiconque. Il ne suffit pas de comprendre ou d'analyser la peur, il faut agir, même si c'est un pas minime, pour que le cycle se fracture. Chaque fois que tu cèdes à l'inertie de l'inquiétude, tu deviens otage d'un processus mental qui se nourrit de paralysie. La pensée crée le scénario, l'inaction le transforme en réalité. La clé est de rompre cette séquence par une action délibérée, même si l'esprit crie que ce n'est pas le moment, que tu n'es pas prêt, que tu as besoin de plus de certitude. Observer le mécanisme est fondamental. Lorsque l'anxiété monte, l'esprit cherche des garanties impossibles et reporte toute décision en attendant de ressentir de la sécurité. Mais la sécurité n'arrive jamais par l'attente, elle se fabrique dans le mouvement. C'est un investissement émotionnel. Chaque petite action, aussi minime soit-elle, retire du pouvoir à l'anxiété et renforce ton muscle de confrontation. Personne ne t'apprend cela enfant, mais la seule façon de diluer la peur est de pousser le système à agir. Tu peux rester assis à repasser tout ce qui pourrait mal tourner, ou tu peux envoyer cet email, engager cette conversation inconfortable, sortir te promener même si ton corps pèse. Le changement est presque imperceptible au début, mais chaque réponse active affaiblit le cycle d'inquiétude automatique. Le piège mental le plus courant est de croire que tu dois attendre de te sentir motivé, sûr ou calme avant d'agir.
C'est là que l'anxiété gagne. Elle te convainc que l'action dépend de l'état émotionnel, alors qu'en réalité, c'est l'inverse. Bouge d'abord et observe comment l'esprit s'adapte. Ce principe n'est pas une formule magique, mais il est brutalement efficace. Si tu cèdes, la dette envers l'anxiété grandit. Si tu agis, même maladroitement, la dette commence à se rembourser d'elle-même. Il ne s'agit pas de réaliser de grandes prouesses, mais de fracturer le mécanisme de la procrastination. Fais le minimum, mais fais-le maintenant. L'esprit peut spéculer éternellement, mais le corps ne connaît que le présent. Chaque fois que tu choisis l'action plutôt que la pensée circulaire, tu récupères une portion de contrôle. Agir est la seule véritable issue. Ne laisse pas à l'anxiété le luxe d'avoir le dernier mot. Décide de bouger, même si c'est contre ton gré. La peur se nourrit de l'attente. La sérénité se construit dans le mouvement. Si tu veux dissoudre l'anxiété, fais de l'action ton refuge le plus solide. Ne négocie pas avec la stagnation. Paye la dette émotionnelle par des actes, pas par des tours mentaux. La liberté n'est jamais dans l'attente. Elle commence toujours par le premier pas. 8. Construisez des rituels qui renforcent votre clarté. Je vais dire quelque chose qui n'est pas souvent admis. La plupart de vos journées ne s'effondrent pas à cause de grandes tragédies, mais à cause d'une accumulation de petites négligences internes. Je le vois en moi, et si vous êtes honnête, vous le verrez en vous aussi. Vous ouvrez les yeux, et vous traînez déjà la gueule de bois mentale d'hier. Les mots que vous n'avez pas dit, l'alerte invisible du téléphone, la sensation d'être en retard avant même de commencer. Vous vous préparez un café, mais vous ne savourez même pas la première gorgée, parce que votre tête est déjà en train de faire des listes, anticipant des échecs, passant en revue des comptes à régler. Votre attention est fragmentée, sautant comme une aiguille détraquée entre les stimuli, et même si votre corps bouge, la clarté est un luxe qui semble ne pas vous appartenir. Si tu t'arrêtes un instant pour observer avec froideur, tu te rendras compte que ton corps ne ment jamais. L'image que tu projettes, la façon dont tu occupes l'espace, la manière dont ton visage et tes gestes réagissent à la vie quotidienne, tout cela est une déclaration silencieuse de tes décisions quotidiennes. Ce n'est pas une question de génétique ni de chance. Ce que les autres voient est l'effet accumulé de ce que tu répètes. Tolère et laisse passer devant le miroir, et loin de lui. L'usure ne vient pas d'un coup, mais des habitudes automatiques, des petites négligences et des excuses qui deviennent routine jusqu'à ce que la présence s'éteigne et que la vitalité se fasse sentir absente. La plupart vivent ainsi, traînant leur corps comme si la fatigue était un mérite, justifiant le désordre comme s'il était inévitable. Mais, si tu as le courage de te regarder avec honnêteté, tu te rendras compte que la discipline se reflète avant les mots, que l'autocontrôle se remarque dans le regard, que la tempérance se lit dans la posture et que la négligence finit toujours par coûter cher. Le respect de soi se construit dans l'invisible, dans la somme de choix minimes qui semblent ne pas importer jusqu'à ce qu'ils changent tout. Personne ne viendra te sauver de tes propres habitudes. Si tu veux que le monde te perçoive différemment, tu devras commencer par cesser de vivre en automatique. Le corps est le journal de tes habitudes. Le changement n'attend pas, il ne demande pas non plus la permission. Observe vos habitudes sans excuse. La vérité est celle-ci. Vos habitudes vous trahissent et vous ne vous en rendez même pas compte. Peu importe ce que vous dites, ni les justifications que vous inventez pour vous sentir à l'aise. Si vos coutumes sont médiocres, votre présence sera médiocre, et c'est tout. Vous pouvez parler de potentiel, de bonnes intentions, mais la réalité s'impose chaque fois que vous marchez voûté, lorsque votre regard fuyant révèle de la fatigue et du désintérêt, lorsque votre corps transmet l'abandon bien avant que vous n'ouvriez la bouche. Voici la preuve, claire et brutale, de ce que vous êtes vraiment, pas de ce que vous prétendez être. Observez ce que vous faites chaque matin, chaque soir, chaque fois que vous vous laissez porter par le pilote automatique. Il ne s'agit pas de vous diaboliser, mais de voir sans filtre. Combien de fois avez-vous laissé passer le temps devant un écran? Avez-vous reporté les soins de base pour vous-même? Vous êtes-vous réfugié dans la plainte ou dans l'excuse facile? Chacun de ces actes est une décision, et la somme de ces décisions est votre présence, votre visage, votre posture, votre énergie. Vous n'êtes pas une victime de vos circonstances. Vous êtes le résultat de vos choix répétés.
Cela vous dérange de l'entendre parce que personne ne veut admettre qu'il entraîne la faiblesse tous les jours. Mais c'est le prix de l'honnêteté. Si vous n'avez pas le courage de regarder vos habitudes en face, alors vous n'avez pas le droit de vous plaindre de la façon dont les autres vous perçoivent. N'attendez pas de respect ni d'admiration lorsque vous ne montrez même pas de respect pour votre corps, votre repos, votre alimentation, votre attitude. Assez de glorifier la fatigue, de justifier le mauvais traitement silencieux que vous vous infligez avec chaque nuit mal dormie, avec chaque repas choisi par anxiété, avec chaque minute offerte au bruit superficiel des réseaux. Si vous voulez vraiment transformer votre présence, cessez de chercher des explications externes et commencez à enregistrer chaque acte quotidien sans anesthésie et sans embellissement. Le premier pas n'est pas de tout changer d'un coup, c'est de regarder avec brutalité, sans filtre, ce qui se passe déjà. Il ne s'agit pas de vous obséder avec la perfection ni de vous punir pour chaque chute. Il s'agit de cesser de vous mentir. Ce que vous niez vous domine, ce que vous observez, vous pouvez le transformer. La discipline n'est pas un don, c'est un muscle. Elle se renforce en regardant la réalité en face, sans faux semblants, sans histoire. Le véritable changement commence au moment où vous êtes capable de vous reconnaître dans vos habitudes, sans excuses, sans raccourcis mentaux. Si vous refusez d'observer, vous répétez la dette encore et encore jusqu'à ce que votre présence devienne un fardeau pour vous et pour les autres. La transformation commence dans l'acte brutal de vous observer, sans justification, sans applaudissement. Personne ne va vous sauver de vos propres routines. Soit vous prenez le contrôle, soit vous continuez à payer le prix de l'inconscience. Ce que vous faites en privé se remarque en public. C'est la loi. 2. Ton corps révèle ce que tu répètes. Tu te lèves et ressens le poids sur les épaules, les paupières encore lourdes, le dos courbé sans même t'en rendre compte. Tu vas directement au téléphone, vérifiant les messages avec un pouls tendu. Et ta respiration n'est qu'un soupir superficiel. Tu te regardes du coin de l'œil dans le reflet de l'écran éteint et le geste est le même qu'hier. Fatigué, distrait, presque absent. Ce petit rituel, si automatique, est la trace de ce que tu répètes chaque jour. Ce n'est pas seulement une posture physique, c'est la manifestation externe de ce que tu portes à l'intérieur, de la somme de tes choix et de tes renoncements. Le corps ne ment pas. Il enregistre avec une précision chirurgicale chaque nuit mal dormie, chaque repas qui ne cherche qu'à à combler des vides, chaque pensée que tu choisis de laisser sans réponse. La tension dans la mâchoire lorsque tu tais ce qui te dérange, la rigidité des épaules chaque fois que tu fais le fort, le regard qui évite trop parce que tu crains de voir ce qu'il y a derrière. Le corps est l'archive de tes répétitions. Tu ne peux pas séparer ce que tu fais de ce que tu es. Il y a une inertie derrière les gestes quotidiens, une résistance subtile qui s'installe dans la façon dont tu marches, dans la manière dont tu t'assois, dans cet élan de vérifier ton téléphone pour ne pas rester seul avec tes pensées. La fatigue n'est pas seulement physique, elle est émotionnelle. La lassitude de ne pas te mettre de limites, de dire oui quand tu veux dire non, de céder du terrain à la paresse, à la plainte, au récit de victime. Le corps absorbe tout et finit par communiquer ta vérité aux autres avant même que tu prononces un mot. Si tu insistes pour alimenter des habitudes qui te drainent, le reflet sera inévitable. Tu te verras et te sentiras de plus en plus petit, plus terne, plus éloigné de ton propre respect. Le véritable conflit est interne. Ce n'est pas ta génétique, ni l'âge, ni les vêtements, ni le contexte. C'est la somme de tes répétitions silencieuses, celles qui te volent de la vitalité sans que tu ne t'en rendes compte. Certains attendent un changement dramatique, une révélation, mais la réalité est beaucoup plus simple. Chaque fois que tu répètes une habitude médiocre, tu entraînes ton corps à la résignation. Et chaque fois que tu choisis, ne serait-ce qu'une seule fois par jour, de redresser le dos, de regarder droit devant, de respirer profondément et d'agir en pleine conscience, tu inities une fracture dans ce cycle. Le corps apprend vite, tant la faiblesse que la force. Ton corps révèle ce que tu répètes, et les autres le perçoivent même avant toi. Si tu veux changer la perception, commence par changer la répétition. Il n'y a pas de raccourci, juste la constance de ce qui est simple. Ce que tu répètes te définit. 3. Corrige ta posture, change ton message. Je te confie quelque chose d'inconfortable. Parfois,
Même quand je sais que je devrais être droit, conscient de ma présence, je me recroqueville à nouveau comme si, au fond, je voulais me cacher du monde. Ce n'est pas de la paresse physique. C'est une sorte de réflexe accumulé. Comme si le corps apprenait à se protéger en baissant la garde, envoyant le mauvais message à tous, même à moi-même. La posture n'est pas seulement l'endroit où repose ta colonne, c'est le résultat final de milliers de petites décisions mentales que tu as laissées s'automatiser. Le véritable problème apparaît lorsque tu ne reconnais pas cet automatisme comme un choix, mais comme un fait inévitable de ta personnalité, comme s'il était hors de ton contrôle. Lorsque tu marches avec les épaules affaissées ou le regard baissé, ton corps communique avant toi le message de reddition, d'épuisement, que ta vie intérieure cède du terrain face au monde extérieur. Et même si tu t'efforces de parler avec assurance, même si tu prépares des discours ou essayes de convaincre, ta présence physique a déjà rendu le verdict bien avant. L'autoperception devient prophétie et les autres ne font que la confirmer. Changer la posture peut sembler une recommandation superficielle jusqu'à ce que tu comprennes à quel point cela affecte la perception que tu as de toi et celle que les autres reçoivent. Il ne s'agit pas seulement de santé physique ou de mieux paraître sur les photos. C'est une question de message, d'autorité interne, de respect de soi. Le corps est un canal de communication qui ne ment pas. Chaque fois que tu corriges ta posture, tu n'ajustes pas seulement des muscles, tu ajustes le message que tu envoies à ton environnement et à ton cerveau. Redresser le dos, détendre la mâchoire, ouvrir la poitrine, relever le regard. Ces gestes simples, répétés avec intention, désactivent peu à peu la narration silencieuse de la défaite. L'esprit associe la posture à l'état émotionnel et vice-versa. Si le corps se plie, l'esprit se rend. Si le corps s'affirme, l'esprit s'active. Chaque ajustement conscient est une fracture dans l'automatisme de la résignation. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie et un entraînement mental. N'attends pas de te sentir sûr de toi pour corriger ta posture. C'est l'acte de la corriger qui entraîne la sécurité. Le respect commence par le corps que tu habites. Si tu choisis de laisser l'inertie décider de ta posture, ton message sera toujours celui de la faiblesse apprise. Mais si tu décides d'intervenir, même si cela te met mal à l'aise au début ou semble artificiel, tu commences à réécrire le scénario interne que tu as répété pendant des années. Le contrôle commence par ce qui semble le plus simple, la façon dont tu habites ton corps. Tu ne peux pas contrôler l'opinion de quiconque, mais tu peux contrôler le message que tu délivres avant de parler. La présence est message. Le corps crie ce que la bouche tait. 4. Respire profondément avant de réagir. Pense à un ressort comprimé à son maximum, tendu sous la surface et prêt à sauter. Ainsi, bien souvent, tu traverses la vie. Les épaules légèrement raides, les doigts serrant le téléphone, la mâchoire fermée jusqu'à laisser une marque. À l'extérieur, à peine un geste. À l'intérieur, l'accumulation de 1000 petites tensions que personne ne voit, mais que le corps enregistre et transmet comme un langage secret. Il suffit d'un mot, d'un commentaire déplacé, d'un message inattendu, et tout ce ressort interne se libère dans une réaction automatique. C'est le moment où tu cesses d'être présent et deviens simplement une réponse. Un reflet conditionné par la fatigue, l'anxiété ou les comptes émotionnels non réglés. L'air devient court, la respiration se contracte dans la poitrine et le pouls s'accélère sans que tu ne t'en rendes compte. À cet instant, le contrôle n'est plus à toi. Il appartient à l'habitude, à la réaction apprise, à cette dette nerveuse que tu ne payes jamais et qui se réclame toujours sous forme de mots que tu regrettes ensuite, de gestes brusques ou de silences chargés de ressentiment. Mais tout change dans le bref espace entre le stimulus et la réaction. Cette marge, bien qu'elle semble minime, est le seul terrain véritablement à toi. Ce que tu fais là détermine si tu deviens esclave de tes impulsions ou maître de ta présence. Respirer profondément avant de réagir n'est pas seulement une recommandation de manuel de développement personnel, c'est une fracture réelle dans le mécanisme de l'impulsivité. C'est l'acte
simple et concret, de reprendre le contrôle sur toi-même quand tout pousse à le perdre. Sens comment l'air entre par le nez, descend, remplit l'abdomen, se dilate dans la poitrine. Sens comment, en expirant, tu desserres le poing, relâches le cou, déverrouilles la mâchoire. Le monde peut être en feu autour de toi, mais ta respiration est l'encre qui te ramène au présent. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres disent ou font, mais tu peux décider comment répondre. Cette pause est un pouvoir. L'autocontrôle commence au diaphragme. Dans la pratique, tu le remarqueras dans les petites choses. Le courriel agressif auquel tu ne réponds pas immédiatement, la discussion familiale où tu choisis de contenir ta voix, le commentaire blessant que tu ne renvoies pas avec un autre du même acabit. Chaque fois que tu respires avant d'agir, le ressort perd de sa force, la réaction automatique s'affaiblit et ta présence se renforce. C'est là que se cultive la véritable tempérance, dans la maîtrise de ses propres réponses. Une respiration peut changer le cours d'une journée. Celui qui contrôle sa réaction contrôle son destin. La pause, bien que brève, est la différence entre ajouter de la tension ou libérer de l'espace pour une décision consciente. Personne ne remarque l'effort de l'extérieur, mais ton corps le remercie et ton environnement le perçoit. Le respect de soi se construit dans ces secondes d'oxygène et de silence. Respire profondément avant de réagir. C'est là que commence le véritable contrôle. 5. Choisis bien ce que tu consommes au quotidien. Tout ce que tu consommes te façonne, même si tu refuses de l'admettre. Tu n'es pas aussi fort que tu le crois si tu passes la journée à nourrir ta tête et ton corps avec des déchets, espérant que la discipline et la clarté fleurissent de nulle part. Chaque gorgée, chaque bouchée, chaque minute d'attention que tu offres à l'écran est un investissement direct dans ton avenir ou dans ta misère. Il n'y a pas de neutralité. Soit tu te construis, soit tu te détruis, décision après décision, choix après choix. Arrête de te mentir en pensant que ces petits excès, ces séries interminables, cette nourriture choisie sur un coup de tête, cette information chargée de colère, ne laisse pas de traces. Ton système nerveux ne fait pas la différence entre ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu manges et ce que tu crois. Il absorbe tout et le transforme en matière première pour ton humeur, ton énergie, ton apparence et ton attitude. Si l'alimentation principale de tes journées est le drame des autres, la plainte numérique, le sucre facile, la comparaison toxique et l'information poubelle, ne t'attends pas à avoir de la lucidité ni de la force pour affronter ce qui compte. Voilà le piège. Tu veux des résultats différents, mais tu répètes un régime émotionnel et physique qui te rend juste plus faible. Ce que tu consommes en silence est ce qui t'affecte le plus. L'autotromperie préférée est de croire que tu peux compenser plus tard, qu'un week-end de désintoxication efface des semaines d'excès et de négligence. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le corps et l'esprit sont comme un compte bancaire. Ils retirent et retirent jusqu'à ce que le découvert arrive. Et quand il faut payer, la facture est lourde. Fatigue, irritabilité, peau terne, regard perdu, énergie qui s'évapore avant midi. Si tu n'as pas la volonté de filtrer ce qui entre dans ton organisme et ta tête, ne te plains pas si ton reflet est une version médiocre de toi-même. La véritable discipline ne commence pas à la salle de sport ni dans la méditation, mais dans la brutalité de l'honnêteté en reconnaissant ce que tu laisses entrer dans ta vie et pourquoi. Chaque impulsion que tu suis sans questionner t'entraîne vers la faiblesse. Chaque fois que tu choisis la facilité, tu cèdes du terrain. Il ne s'agit pas de devenir obsédé, il s'agit de respect de soi. Personne ne va choisir à ta place. Personne ne va nettoyer le désordre intérieur que tu génères chaque jour. Si tu veux vraiment de la présence, de l'énergie et de la clarté, tu dois être implacable avec ce que tu consommes. Information, nourriture, images, conversation. Ce que tu laisses entrer définit ce que tu projettes. Ton filtre est ta frontière. Si tu ne le renforces pas, tout ce qui est extérieur t'envahit et te transforme en un reflet du pire de l'environnement. Choisis bien ou sois dévoré par ce que tu choisis mal. Ta présence commence par ce que tu permets de te nourrir. C'est la loi. 6. Prends soin de ton sommeil comme de ta parole. Personne qui néglige son sommeil ne peut feindre la présence ni l'autorité. C'est la vérité inconfortable.
Tu peux tromper les autres un moment, mais ton corps finira par trahir la dette que tu accumules nuit après nuit de repos superficiel. Il n'y a pas de volonté qui puisse compenser l'épuisement d'un esprit fatigué, ni d'un corps privé de réparation. La fatigue chronique ne se remarque pas seulement dans tes cernes ou dans la lourdeur de tes paupières, mais aussi dans l'irritabilité avec laquelle tu réponds, dans la dispersion qui trahit tes mots, dans l'absence d'éclat dans ton regard. Le sommeil est la base sur laquelle tout le reste se construit. Quand tu l'utilises comme monnaie d'échange, tu le payais avec ta clarté, ton énergie et ta capacité à tenir la parole que tu engages chaque jour. Beaucoup de gens croient que dormir peu est un insigne de force, comme si sacrifier le repos était une preuve d'engagement ou d'ambition. C'est un mensonge dangereux qui n'entraîne que la médiocrité. Celui qui ne respecte pas ses heures de sommeil finit par vivre dans un état de dette permanente. Tout coûte plus cher, tout irrite davantage, tout semble être une montée. L'esprit fatigué cherche des raccourcis, tombe plus facilement dans la plainte et l'auto-tromperie, perd la tempérance qui distingue celui qui gouverne sur lui-même. Quand tu ne prends pas soin de ton repos, ton caractère en souffre. L'autocontrôle s'affaiblit, la patience devient fragile et la capacité de bien choisir s'évapore. Ce n'est pas une question de dormir juste ce qu'il faut. C'est une question d'honorer le seul espace où le corps et l'esprit peuvent redémarrer et se recomposer pour affronter la journée avec dignité. Le sommeil est un acte de respect de soi, aussi sérieux que de tenir la parole que tu donnes. Négliger ton repos, c'est te trahir dans l'essentiel. C'est te dire que tu peux remettre à plus tard ce qui est urgent maintenant. Chaque nuit que tu offres à l'insomnie volontaire, à l'écran illuminé ou à l'inquiétude sans filtre, tu accumules une dette que ton corps réclamera inévitablement. Et cette réclamation va directement à ta présence. Visage terne, énergie dispersée, regard vide. Celui qui dort mal vit à moitié, réagit au lieu de décider, survit au lieu de diriger. Il n'y a pas de transformation possible sans une base solide de repos. Tu veux clarté, force et contrôle sur tes émotions, mais tu te refuses le droit de te reposer. Là se trouve la contradiction qui sabote tout effort de changement réel. Le respect commence dans l'invisible, dans la discipline d'éteindre le monde extérieur pour permettre au corps et à l'esprit de se réparer. Prends soin de ton sommeil comme de ta parole. Ce que tu promets et ce que tu reposes sont la structure sur laquelle repose ton caractère. Si tu ne peux pas te soutenir dans ce qui est le plus simple, tu ne pourras pas non plus te soutenir dans ce qui est difficile. La discipline nocturne est l'entraînement secret du jour. Sans sommeil, il n'y a pas de présence. Sans présence, il n'y a pas de respect. 7. Modère ton temps devant les écrans. Tu vas à la cuisine avec le téléphone à la main, vérifiant les notifications presque par réflexe pendant que tu te sers un verre d'eau. Tu ne remarques même pas le geste. Le pouce glisse, tu ouvres un réseau, tu en fermes un autre, tu changes d'écran sans vraiment regarder. Quand tu t'en rends compte, 15 minutes se sont écoulées, debout, le regard perdu dans une succession interminable d'images et de messages qui ne t'apportent rien. L'eau est toujours là, tiède, et l'esprit est déjà saturé avant même de commencer la journée. C'est ce cycle invisible qui se répète encore et encore, de petites fuites d'attention qui, additionnées, finissent par drainer l'énergie, étourdir la pensée et brouiller la notion réelle du temps. Ce n'est pas seulement une question de loisir, c'est une érosion silencieuse de la présence, de la capacité à concentrer l'attention et à maintenir la discipline sur soi-même. L'utilisation excessive des écrans altère non seulement ton repos, mais déforme aussi la perception que tu as de toi, des autres et de la valeur même du quotidien. Il y a un mécanisme clair derrière cette compulsion à vérifier le téléphone. L'esprit recherche la gratification instantanée, la distraction facile et l'évasion face à tout léger inconfort ou ennui. Ainsi, tu entraînes sans le vouloir l'incapacité de tolérer le vide, d'être avec toi-même, de faire face à l'inconfort naturel de la vie sans un filtre numérique entre les deux. La conséquence est directe. Une moindre capacité de concentration, moins de tolérance à la frustration et une présence de plus en plus fragmentée. Quand tu ne peux pas rester 5 minutes sans vérifier l'écran, ton attention est hypothéquée et ton autocontrôle s'affaiblit.
Chaque minute devant l'écran est une décision qui t'éloigne de la réalité palpable et entraîne ton esprit à la dispersion. Ce qui semble être un repos est, la plupart du temps, un entraînement à l'anxiété. Si tu te réveilles et que la première chose que tu cherches est le téléphone, si tu manges avec l'appareil à côté, si tu ne peux pas regarder une série sans vérifier des messages toutes les 10 minutes, alors tu es en train de cultiver une incapacité réelle à habiter le présent. Et cela transcende le numérique. La posture voûtée, les yeux fatigués, l'expression absente, sont la trace physique d'une habitude qui te vole ta vitalité. Personne ne respecte celui qui ne peut pas maintenir sa propre attention. La présence s'affaiblit lorsque le regard se perd dans l'écran. Il ne s'agit pas de diaboliser la technologie, mais de lui mettre des limites claires. Le contrôle ne réside pas dans le rejet du progrès, mais dans la décision de quand et comment tu t'exposes. Modère le temps, établis des fenêtres spécifiques et éteins les notifications qui n'entraînent que l'urgence et l'anxiété. Récupère l'espace mental qui t'appartient et utilise-le pour renforcer la présence. Être ici, maintenant, avec ceux qui sont devant toi, ou avec toi-même, sans le besoin constant de stimulation externe. L'attention est la monnaie avec laquelle tu payes ta propre présence. Si tu la donnes sans filtre, tu perds le respect de soi et le contrôle sur ton énergie. Personne ne peut le faire à ta place. Ce que tu donnes à l'écran, tu le retires de ton caractère. Entraîne ton attention, récupère ton temps. La véritable maîtrise commence au doigt qui décide de ne pas glisser. 8. Maîtrisez vos gestes, maîtrisez votre présence. Parfois, je me retrouve dans des situations absurdes. Je me surprends à bouger mes mains avec nervosité au milieu d'une conversation, à toucher ma montre, à jouer avec mes clés, à croiser et décroiser les bras, comme si je cherchais une armure invisible. Ce qui est inconfortable, c'est de réaliser, dans ce microseconde de lucidité, que ces gestes ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont la trace physique d'une tension que je ne sais pas nommer, une anxiété muette qui s'infiltre par les doigts, les épaules, le regard. Personne ne me le dit à voix haute, mais je sens comment l'énergie dans la salle change, comment l'interlocuteur s'éloigne à peine, peut-être sans savoir pourquoi. Le corps ne négocie pas. Ce que vous ne traitez pas, il le traduit en petite fuite, en tic, en rigidité, en une présence qui semble se rétracter ou devenir agressive selon la charge interne. Assis devant une table, les doigts tambourinent sans permission, la jambe bouge toute seule, la mâchoire travaille en silence et l'expression faciale révèle plus de fatigue ou d'impatience que je ne voudrais montrer. C'est un langage que personne n'enseigne, mais que tout le monde comprend. Le respect se perd avant même d'ouvrir la bouche lorsque vos gestes sont ceux de quelqu'un qui ne se contrôle pas. La vérité, c'est que vous ne pouvez pas maîtriser votre présence si vos gestes vous trahissent à chaque instant. Le corps enregistre et reproduit tout. L'irritation non résolue se glisse dans un froncement de sourcils. L'insécurité se cache dans la manie de se toucher le visage. Le besoin d'approbation se remarque dans le sourire forcé ou dans le regard qui cherche insistant la réaction de l'autre. Chaque mouvement compte, même ceux qui semblent insignifiants. Lorsque vous entrez dans un lieu et que vos épaules s'avancent, lorsque vous parlez et que vos mains s'agitent sans direction, lorsque vous changez le poids d'un pied à l'autre, comme si vous vouliez fuir, tout le monde le perçoit. Personne n'a confiance en celui qui ne peut pas garder son corps calme. L'agitation physique est lue comme une faiblesse, comme un manque de contrôle, comme une fracture dans le caractère. La discipline se remarque dans le calme, dans la pause consciente, dans le geste intentionnel qui ne cherche pas d'approbation ni ne cache d'insécurité. La maîtrise commence dans le minimal, une respiration profonde, les épaules détendues, les mains posées calmement, le regard qui se maintient sans trembler. Vous n'avez pas besoin d'une formation en théâtre ni d'étudier le langage corporel pour comprendre cela. Il suffit d'observer ceux que vous respectez. Ils ont tendance à bouger peu, mais chaque geste est sûr, délibéré, transmet une présence. L'autocontrôle s'entraîne dans la répétition de ces petits détails. Choisir de ne pas se gratter la tête à chaque silence, maintenir le dos droit même lorsque l'esprit se distrait,
Soutenir le regard en parlant et en écoutant. Le corps apprend autant l'agitation que la fermeté. Ce que vous répétez vous définit. Là où il y a contrôle des gestes, il y a autorité interne. Votre énergie cesse de se disperser et commence à graviter, à créer un espace de respect silencieux. Ainsi se construit la véritable présence. Geste après geste, jour après jour, jusqu'à ce que le corps ne trahisse plus le message. Contrôlez vos gestes et vous dominerez votre présence. Personne ne respecte celui qui ne sait pas se tenir lui-même. 9. Parle moins, transmet plus par des actes. Une machine rouillée n'a pas besoin d'annoncer sa détérioration. Chaque grincement, chaque retard, chaque réponse lente est déjà une confession. C'est ainsi que tu fonctionnes lorsque tu parles plus que tu n'agis, lorsque tu répètes des promesses et des théories, tandis que tes actes restent bloqués dans l'inertie. Le monde ne bouge pas à cause de tes mots, il bouge à cause de l'évidence brutale de ta conduite. Peu importe combien de fois tu expliques tes intentions, ni combien de plans tu déclares à haute voix. Ce que tu laisses réellement dans l'air, c'est la trace de tes décisions concrètes. Parler beaucoup est le mécanisme favori de celui qui craint de s'exposer vraiment. L'averbiage est la carapace de celui qui n'ose pas mettre son corps en jeu. À quoi sert l'éloquence si ce que tu offres est vide? Les gens sentent l'incohérence avant même que tu termines ta phrase. Il n'y a pas de respect pour celui qui vit à justifier son manque d'action, seulement de la patience épuisée et une distance croissante. Si tu veux une présence réelle, tais-toi avant d'expliquer ce que tu feras et mets-toi à le faire. Ton corps, tes horaires, tes gestes et ton énergie quotidienne sont le seul discours qui compte. Chaque minute que tu passes à te convaincre ou à convaincre les autres est une minute volée à la transformation. La discipline ne se prêche pas, elle se démontre. Le respect de soi non plus ne se déclare pas. Il se construit dans chaque acte accompli en silence, dans chaque limite, que tu maintiens même si personne ne l'applaudit. Celui qui a besoin d'expliquer trop ce qu'il fait, c'est parce qu'au fond, il sait qu'il ne fait rien de pertinent. L'autorité se reconnaît dans la simplicité de celui qui agit et laisse les résultats parler. Ceux qui impactent vraiment ne perdent pas de temps à raconter, ni n'ornent chaque effort minime de mots grandiloquents. Ils se déplacent, ajustent, corrigeant et avancent, sans chercher des regards d'approbation. Le piège est dans l'auto-justification. Lorsque tu te surprends à parler plus que nécessaire, examine avec une brutalité honnête si tu compenses l'absence de fait. Le corps trahit le charlatan. Les épaules se haussent, le regard cherche de l'attention, le ton monte et descend en essayant de couvrir le vide de fond. Ne te trompe pas, personne ne se souvient des discours. Ils se souviennent de l'effet que ta conduite laisse sur l'environnement. La cohérence est le muscle le plus difficile à entraîner, car elle ne se construit que dans la répétition silencieuse des actes. Moins de mots, plus d'exemples. C'est la ligne de démarcation entre la médiocrité et le respect. Si tu veux laisser une empreinte, arrête de parler autant et fais ce que tu dois faire sans l'annoncer. Les mots sont superflus lorsque les faits pèsent. La présence est une action soutenue, pas un discours interminable. Ce que tu fais sans dire est ce qui transforme réellement ta vie et celle de ceux qui t'entourent.